ça marche. Parfait. OK, donc le cycle de l'eau. On vous dit le cycle de l'eau permet à l'eau de changer d'état. OK, donc passer par exemple de l'état solide à l'état liquide et de l'état liquide à l'état gazeux. OK, ça pourrait même être, disons, de dire on passe de l'état solide à l'état gazeux directement. Hein, vous vous souvenez un petit peu des changements d'état qu'on avait vus dans le chapitre précédent? Il y en avait 6, hein? Justin, tu viens de ça? Les 6 changements d'état? Oui. Okay. Oui, Kélia? Oui. Oui, la sublimation, c'en était un. Évaporation, OK, c'est bon. Donc, juste pour vous dire, donc, l'eau sur la Terre, elle peut changer d'état. OK? Je suis contente de savoir que c'est quand même resté de vocabulaire. J'apprécie. OK. Donc, le cycle de l'eau permet à l'eau de changer d'état et de circuler sur la Terre. Ce cycle est possible grâce au Soleil. OK? Donc, ah là là, ça c'est le sujet d'un autre cours au complet. OK, mais le Soleil, c'est l'étoile. Va voir comment, si tu veux voir, va voir comment les étoiles sont formées. C'est trop. C'est trop. Garçon, Jérémy, on se mêle de ses affaires, c'est trop. Samuel. Anthony? Est-ce que le soleil, c'est du magma qui est sorti du sol puisqu'elle est dans le ciel? Non. Mais je trouve ça adorable comme hypothèse. OK. On continue. On va avoir un autre cours sur les étoiles. Okay? Il y a beaucoup de questions pour me poser. S'il vous plaît. Le cours, ça se passe ici. OK? Il y a beaucoup de questions que vous me posez qui sont pertinentes, mais elles ne sont pas en lien directement avec ça. On va les voir un petit peu plus tard dans notre parcours en sciences. Donc, ici, vous avez, dans le fond, si le cycle de l'eau est possible, c'est à cause du soleil. Parce que, dans le fond, le soleil va réchauffer l'eau et en réchauffant l'eau, c'est ce qui fait en sorte, dans le fond, que l'eau va pouvoir s'évaporer. Donc, l'eau, elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et comme qu'on avait déjà vu, les gaz tendent à vouloir occuper tout l'espace qu'ils peuvent. Et donc, les gaz, dans le fond, ils vont, les masses d'air chaude, dans le fond, elles vont s'élever en altitude. Mais en altitude, il fait beaucoup plus froid. Et plus on s'éloigne de la surface de la Terre, plus il fait froid. Donc, quand notre vapeur d'eau chaude s'élève en hauteur, elle se refroidit et se condense. Et c'est ça qui va former les nuages. Et quand il y a de la condensation, eh bien, quand on passe de l'état gazeux à l'état liquide, c'est de la condensation liquide. Donc, c'est comme ça qu'elle va se former les nuages. Et plus ça se condense, dans le fond, plus les nuages deviennent un gris foncé. Et inévitablement, dans le fond, ça devient tellement condensé à un certain point que là, les micro-gouttelettes d'eau ne peuvent plus rester dans l'air parce qu'elles sont rendues trop grosses. Donc, elles vont retomber à la surface de la Terre sous forme de pluie. Ça va pour ça? Ça va recommencer. Donc, ce qui est à retenir, c'est que le soleil permet à l'eau de passer de l'état liquide à l'état gazeux. Ça va, dans le fond, former des nuages et ces nuages-là, dans le fond, vont se dissiper après la pluie. Okay? Parce que les nuages, comme je vous dis, c'est de l'eau liquide. Donc, le soleil réchauffe l'eau. L'eau peut donc s'évaporer et se retrouver dans l'atmosphère. Lorsque l'eau présente dans l'atmosphère s'élève en altitude, altitude, ça veut dire en hauteur. Okay? Elle se refroidit, se condense sous forme liquide ou solide afin de former des nuages. Okay? Je veux juste vous le rappeler, si vous regardez le sommet des montagnes, là, quand on dessine une montagne, souvent on dessine de la neige au sommet, hein? Parce qu'en altitude, il fait froid. Donc, si ça peut vous aider à souvenir que plus on s'éloigne de la Terre, plus il fait froid, pensez dans le fond à la neige qu'on voit au sommet des montagnes. Ça va vous aider à vous en souvenir. Même si je comprends bien, si tu vois un espace victorien, tu joues un instantané. Ouais, ça va être une combinaison spéciale. Mais j'ai vu, c'est dans un film, je pense, elle essaie de se sauver parce qu'elle avait une brille, il fallait qu'elle allait manger quelque chose, mais comme elle a commencé à tourner, puis ça l'a comme propulsé, fait que là,
En premier, elle a enlevé comme le truc à son bras, elle l'avait couché pour que comme ça la pousse. Ouais. Après, son bras il est devenu comme gris, elle l'a cassé, puis elle l'a couché, puis elle s'est rendue. Ouais, mais là, c'est un film, hein. Ouais, mais il y a une partie, mais sincèrement, il y a une partie de physique dans ça qui est vraie. Son bras il est devenu gris parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Aussi, parce que C'est où ça, dans l'eau? Non, ouais. C'est dans quel film, Anthony, c'est tout? Je sais pas si c'est un film, mais ça dit. Hein? Ouais, c'était pas dans un film, mais comme tu vois vraiment la fille à la nuit, puis comme, je pense pas que c'est vrai, là, mais comme elle prend son genou, puis elle casse son bras, puis elle pousse. Ouais, mais ça, c'est une loi physique que vous allez voir en 5e secondaire, la 3e loi de Newton, c'est par rapport à, entre autres, la quantité de mouvement. Il y a un film, à un moment donné, que j'écoutais, ceux qui ont vu Big Hero aussi, c'est un peu comme ça, là. Moi, j'ai compris la fin, c'est triste, je suis comme, non, non! Puis, mais à cause, quand tu connais les lois de physique, tu peux prédire la fin du film. Ouais, des fois, il y a des choses comme ça. Big Hero. Mais je vous épargne, si vous allez en chimie physique, je vous expliquerai ça. OK, donc, je ne veux pas qu'on perde le fil. Donc, l'eau emmagasinée dans les nuages retombe sous forme de pluie ou de neige. On appelle ces retombées des précipitations. OK? Donc, quand on dit là, la quantité de précipitation annuelle est de 300 mm, ça peut faire référence à l'eau sous forme liquide ou sous forme solide si c'est de la neige. Ça va pour ça? Donc, quand on parle des précipitations, on parle de quelque chose qui tombe du ciel. Ça va? Donc, ça peut être de la pluie ou de la neige. L'eau peut ensuite s'infiltrer dans le sol. Ça va pour ça? Ah, l'eau, quand elle tombe, là, le gazon, il l'absorbe. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Puis, je sais que l'asphalte, ça, c'est une des choses. L'asphalte, ça ne permet pas à l'eau d'entrer dans le sol. C'est pour ça que vous allez voir des petits puisards. Hein? Vous savez, des fois, quand vous prenez une marche, c'est comme des grilles, là. Des fois, quand on se promène en vélo, il faut s'assurer de passer dans le bon sens. Quoique les nouvelles, maintenant, sont un peu mieux faites. Là, je pense qu'ils ont trouvé une solution. Oui? Mais dans le fond, on parlait comme du micro-goutte d'eau, quelque chose. Oui. Mais comment ça se fait? Comme Les micro-gouttes d'eau? Ben, c'est parce que dans le fond, est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai montré la vidéo avec pas la vidéo, mais l'animation pour la température? Non. Ouais. En ligne, là, il y avait comme des petites particules bleues, puis plus on augmentait la température, plus les particules bougeaient, et plus, dans le fond, elles s'agitaient, plus elles s'éloignaient les unes des autres. Puis à l'inverse, oui, c'était dans le cours en ligne. Puis à l'inverse, quand on refroidissait la température, les particules ralentissaient, puis elles se rapprochaient les unes des autres. Vous vous souvenez de tout ça? Oui. Donc, quand on réchauffe de l'eau, bien, dans le fond, les particules ont de l'énergie, elles peuvent s'éloigner un petit peu plus les unes des autres et ça fait la vapeur. Sauf que là, quand on les refroidit, puisque ces particules-là montent en altitude, il fait plus froid. Donc, en se refroidissant, elles ont moins d'énergie et elles recommencent à se rapprocher les unes des autres. Comme ça, les ballons, parce que quand tu mets une carte sur, à un moment donné, il commence à se partir. Les ballons. Mettons un ballon en plastique. Wow. Ah ouais, un ballon de pêche, là? Tu l'appelles. Ouais. Là, mettons, après, comme une couple de jours, il commence à rapetisser. Non, mais ça, c'est pas tout le temps. Si c'est à la même température, c'est pas nécessairement à cause de la température. Mais disons que tu prends ton ballon et que tu l'emmènes au congélateur, mais ça, tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Là. Dans la même journée, là. Disons que tu gonfles un ballon et que tu le mets au congélateur, il n'est pas rapetissé à cause de ça, oui. Ou si tu le laisses sur le bord de ta fenêtre, quand il fait chaud, il pourrait éclater. Oui. Oui. Je veux une vidéo de Internet que tu prends le ballon, tu mets dans un truc, puis tu laisses pour comme une minute. Puis là, il y a comme plusieurs dedans. C'est ça? Bien, il y a encore de l'air dedans, c'est juste que l'air, dans le fond, à place de prendre beaucoup d'espace, il occupe un moins grand volume. C'est ça, puis ils l'ont sorti, après c'est juste que tu produis comme normal. Oui, il gonfle, c'est ça. À cause que dans le fond, ça dépend de la température. Là, il faut faire attention au temps parce que c'est vrai que c'est sûr que si tu gonfles un ballon d'anniversaire et tu attends une semaine, même si ta température n'a pas changé, il va y avoir de la diffusion. Ça veut dire que l'air va sortir par les petits trous du ballon. On ne les voit pas à l'œil nu, les petits trous, là, mais si on regarderait au microscope, disons, ou avec un bon outil, tu es capable de voir que la paroi d'un ballon, c'est pas parfait, il y a des petits trous. Fait qu'avec un certain temps, les particules peuvent quand même s'échapper. Ici, une boîte de basket, c'est la même chose. Chaque été, mon père, il a tout un ballon.
fais comme une bosse dessus, puis là, à la fin de l'été, il peut juste éclater. Ça fait comme, le plastique qui commence à casser. Là, le plastique noir en dedans, il commence à faire une bosse. Puis là, comme, à un moment donné, il va juste éclater. Ben, ça se peut que s'il met, disons, la quantité maximale d'air au printemps, pendant l'été, s'il y a, dans le fond, quand il fait plus chaud, ça peut causer en effet un. Ben, il faudrait que quand il la gonfle au printemps, quand il fait plus froid, il mette un petit peu moins d'air dedans. Parce que cet air-là, pendant l'été, il va prendre de l'expansion. Puis s'il y a trop d'air dedans, ben, comme si la pression est trop grande, ben, c'est là que le ballon peut se déformer en effet. Oui, Maya? Non, mais si parce que, mettons, ils sont donc, mettons, un ballon. Fait que si la tête peut le garder plus longtemps, ça commence comme, mettons, après la fête. Je mets la tête au congélateur, les a réussi. Tu peux le regarder, tu sors dehors. À chaque fois, tu fais comme les dons, mais pas la maison. Ouais. Ça tombe. Puis là, quand tu descends, tu le mets dans le congélateur. Comme ça, tu le ressors, tu le gonfles. C'est le temps, là, pour le regarder. Le raisonnement, il n'est pas mauvais dans le sens que quand tu le mets dans le congélateur, ben, si tu laisses en température pièce, il va quand même. Ben, il faudrait que je fasse l'expérience pour savoir à quel point le phénomène est important. Mais le raisonnement que tu utilises, il est bon. Parce que tu as tout le temps la même quantité d'air dans ton ballon. Ce qui est vrai, c'est ce que je serais curieuse, puis il faudrait que je fasse l'expérience pour le savoir, c'est est-ce que dans le fond, comme les particules sont moins agitées, puis c'est là, je pense que ton raisonnement est bon, c'est que comme les particules sont moins agitées au froid, il y a moins de chances qu'elles réussissent à s'échapper du ballon. Donc, la diffusion va se faire moins rapidement. Tu sais, quand le congélateur est rapide, ça veut dire quand tu sors, tu vas donc. En théorie, mettons, si tu veux un ballon plus longtemps, tu peux juste le prendre, mais quand ça commence à dégonfler, le congélateur, mais il va encore plus dégonfler. Et quand tu vas faire, il y a le gonfle au complet. Et là, ça continuera encore une, 2 journées. Après, tu le remets, Oui, je pense que sincèrement, ça pourrait fonctionner. L'autre chose qu'on peut faire aussi, là, des fois, dans le cas des ballons, là, devant une petite parenthèse, mais on peut, maintenant, ils vendent un gel qu'on peut mettre dans les ballons pour comme boucher les trous, pour que les ballons durent plus longtemps. Et moi, quand j'étais enfant, les ballons d'hélium, ça durait juste à peine une journée. Oui, c'est ça ne durait pas longtemps. Mais, mais maintenant, il y a un gel, des fois, ils vont le proposer. Ça bouche tes trous, fait que ça fait en sorte que l'air s'échappe moins rapidement du ballon. Ben, si tu mets de la colle, dans la colle. Regarde! Mais là, tu vas ruiner l'esthétique de ton ballon. Mais en ce qui concerne, mais je veux juste vous dire l'année prochaine, parce que des fois, on aborde des sujets, mais je veux juste vous dire, il y a des sujets, des fois, qu'on aborde en ce moment, puis j'aime ça parce que vous êtes curieux, mais je veux juste vous dire qu'on va les revoir avec des images plus en profondeur dans d'autres années de votre secondaire. Mais je sais que ça vous fâche quand je vous dis ça, mais je veux juste vous dire que tous les points que vous emmenez, il y a beaucoup de choses qui sont reliées, là, mais on va tout voir ça plus en détail. Zachary, après qu'il y a. C'est comme un ballon d'hélium, comme tu parlais. Mais moi, j'en avais un pour parce que c'est la fête d'une maison. Oui. Puis ça a duré un jour en bas, parce que tellement que la chaleur était chaude. Donc là, le ballon d'hélium, à un moment donné, il a fait péter. Donc là, j'ai pris un petit morceau de quelque chose comme un instrument, et j'ai pété l'hélium. Là, j'ai fait un petit trou, puis là, j'ai soufflé dedans. Puis après, je parlais comme le poil. Oui, ça fait ça, l'hélium. Ça change notre timbre, tu le vois, t'as bien raison. Pas ça, ouais. Jérémy, dernière intervention. Anthony, dernière intervention, après, par exemple. Galia, tu veux dire quelque chose? Ben, tout est une question de quantité. Ça, vous allez voir ça en STE, là, le seuil de toxicité, si vous allez en sciences enrichies. Mais c'est comme de l'alcool. Tu sais, l'alcool, si t'en prends un petit peu, c'est pas grave. Tu prends un verre de vin, c'est pas la fin du monde. Mais si t'en prends trop de l'alcool, tu peux te ramasser dans l'hélium, c'est un peu pareil. Tu sais, si tu fais 1 ou 2 ballons, c'est pas grave. Mais il y a un humoriste qui était décédé parce qu'il y en avait vraiment trop pris. Donc, parce que l'hélium, ce que ça fait dans ton corps, c'est qu'à la place que tes globules rouges transportent de l'oxygène, ils vont transporter de l'hélium. Mais tes cellules, pour fonctionner, elles ont besoin d'oxygène, pas de l'hélium. Donc, si tu n'as plus assez d'oxygène dans ton corps parce que ça a tout été remplacé par de l'hélium, c'est là que c'est dangereux. Donc, je te dirais que c'est toute une question de quantité, là, mais faites-vous-en pas. Si vous faites 1 ou 2 ballons, là, c'est pas la fin du monde. Je serais curieuse de savoir la quantité que l'humoriste avait pris, mais comme je dis, c'est surtout une question de quantité. Mais faites-vous-en pas, faire 1 ou 2 ballons d'hélium, c'est vraiment pas dangereux. Pour rire un petit peu comme vous faites à la maison, mais c'est juste de ne pas abuser.
Ouais, dernière fois, par exemple. Moi, je vous suggère de pas trop d'en prendre parce que moi, je suis allée au baby shower à ma mère. Ça fait un bout. Puis, je pense que j'avais pris comme 5 ballons. J'avais un mal de tête. Comme ça faisait vraiment mal. Puis, il y a un autre sorte, ben, c'est pas vraiment une million, mais c'est un autre, mais ça fait avoir grave. C'est pas madame. C'est parce que nous, quand on est allé en 5e année, on allait visiter l'école du Grande-Rivière. Et en sciences, ils montraient la ballonne, elle faisait aiguë, puis l'autre, elle faisait comme grave. Oui. C'était une madame qui parlait, puis elle parlait grave. Oui, c'est possible. Puis moi, madame, une fois, j'en ai beaucoup pris, puis je me suis fait évaluer. Ouais, mais c'est ça, faut pas en prendre trop. Comme si c'est une quantité, essayez de vous limiter. 1 ou 2 ballons, c'est correct, là, mais pas trop. Vous laissez beaucoup de temps entre les deux. Oui. Mais madame, le truc, c'est ça. Comme mon frère, son frère, que, comme début mars, il y avait un ballon là. Ouais. Il est mort. Il n'y avait pas de gel de là, puis les papas ont monté. Ça dépend, comme il y a toutes sortes de qualités de ballons. Mais là, je ne veux pas vous faire un cours sur les ballons d'hélium. On va regarder ça pour un autre fois, mais ça dépend de la qualité du ballon. Il y a des ballons qui sont de meilleure qualité. S'ils sont en métal, par exemple, des fois, il y a comme un fini métallique. Ceux-là durent plus longtemps. Mais si tu prends un ballon baudruche qui n'est pas qualité hélium, ça se peut qu'il dure moins longtemps. Bon, ben parce que ça va être écrit. Mais c'est écrit pour les ballons d'hélium, souvent c'est écrit qualité hélium. C'est juste que des fois, les gens prennent des ballons ordinaires et les remplissent d'hélium. À ce moment-là, ça dure moins longtemps. Mais bon, c'est le sujet de notre cours, il faut revenir à nos moutons, OK? Voilà. Donc, juste pour vous dire le cycle de l'eau plus en détail. Donc, le ruissellement, dans le fond, c'est le processus par lequel l'eau des continents retourne vers les océans. OK? Donc, si on regarde ici, vous avez de l'évaporation qui forme les nuages. Ensuite, les nuages, ils vont se condenser. Okay? Donc, l'eau qui est dans l'air, les particules d'eau vont se rapprocher les unes des autres. Ça va former des nuages. Puis, à un moment donné, comme je vous dis, le plus les particules d'eau se rapprochent, plus on est capable de les voir. Hein? Je vous l'ai dit, voir juste un grain de sable, c'est difficile. Mais voir une pile de grains de sable, ça, c'est possible. Hein? Donc, ici, c'est nos molécules d'eau, dans le fond, qui se rapprochent les unes des autres, les particules d'eau. À un moment donné, ça devient tellement dense que ça devient lourd et ça retombe à la surface de la Terre. Okay? Donc là, on a les précipitations, c'est la pluie. La pluie ou la neige, quand elles fond, ça va ruisseler. Okay? Ruisseler, ça veut dire que ça va s'écouler jusqu'à l'océan, où elle va pouvoir recommencer le cycle et s'évaporer de nouveau. C'est quoi les plaques en dessous de l'eau? Les plaques en dessous de l'eau? La flèche qui est ici? Non, regarde dans l'eau, comme plein de liens. Ah, je pense qu'ils ont juste voulu faire un petit peu de texture pour mettre l'image jolie, là, mais ça pourrait être pour dire qu'il y a différentes profondeurs. Ça va? Juste l'eau aussi, le ruissellement, ça comprend aussi l'eau qui s'infiltre dans le sol. Okay? L'eau et la météo maintenant. Donc, l'eau, ça a l'hydrosphère a un impact sur la température à la surface de la Terre. Okay? Donc, ici, on vous dit, l'eau est une substance qui emmagasine bien la chaleur. Quand l'air est humide, il fait généralement chaud. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il fait généralement chaud lorsqu'il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Les grands froids hivernaux, comme les moins 40 degrés Celsius, ont toujours lieu sous le soleil. Aussi, la vapeur d'eau dans l'air permet de réduire les écarts de température entre le jour et la nuit. Le jour, la vapeur d'eau accumule la chaleur et elle la libère la nuit lorsqu'il n'y a plus de soleil. Dans le désert, l'air est très sec et donc il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'air dans le désert. Okay? Et les écarts de température sont très grands entre le jour et la nuit. En effet, dans le désert, il peut faire moins 10 degrés Celsius la nuit, alors qu'il fait 60 degrés Celsius le jour. Il peut donc y avoir de la neige dans le désert. C'est pas impossible. Okay? Donc, c'est vrai. Moi, j'ai pris connaissance de ça il y a 3 ans passés.
quand je faisais mon stage à Nicolas Gatineau, je travaillais avec une personne qui c'est un enseignant de sciences, mais avant d'être enseignant de sciences, lui, il était météorologue. Alors, c'est lui, dans le fond, qui faisait les prédictions pour la météo. Puis, c'est ça qu'il m'a dit, il dit, tu remarques pas que, parce qu'on voyait en secondaire 4, vous allez revoir les masses d'air, vous allez voir le phénomène plus en détail. Et il m'expliquait que, dans le fond, quand il fait beau dehors, comme généralement, quand il fait froid, il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'air. Donc, souvent, le ciel est dégagé. Quand l'air est humide, c'est souvent là qu'il y a des gros nuages, puis c'est souvent là que c'est comme collant qui fait chaud. Okay? Puis c'est vraiment, c'est vrai. Pardon? Comme en ce moment, il fait pas humide, puis il n'y a pas de nuages. Oui, c'est ça. Puis c'est plus froid aussi. Mais vous allez remarquer, quand il y a des nuages, c'est un petit peu plus chaud. Okay? C'est sûr que là, chaud et froid, pour mettre ça, il faut comparer à l'intérieur. Pas moi, madame, pour une fois. Il faut comparer à l'intérieur de la saison. Okay? C'est sûr qu'à l'été, il fait toujours plus chaud qu'à l'hiver. Mais disons qu'on compare 2 journées d'hiver. Une journée d'hiver où il y a des nuages avec une journée d'hiver où il n'y a pas de nuages. Celle où il n'y a pas de nuages risque de faire beaucoup plus froid que la journée où il y a des nuages. Okay? Donc, vous remarquerez ça, c'est vraiment intéressant. Puis comme je vous dis, dans le désert, c'est très sec. Il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'air. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dans l'air qui peuvent accumuler la chaleur et la libérer si jamais il y a un refroidissement. C'est pour ça que les écarts de température sont très grands. Sur la Lune, il n'y a pas non plus une enveloppe de gaz qui entoure la Lune. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et le jour, il peut faire moins 180 degrés Celsius, puis la nuit, c'est l'inverse, il va faire moins 180. Tellement qu'il fait froid. Oui. Donc, dans le fond, juste l'élément qui est à retenir, c'est que la quantité, le fait d'avoir une atmosphère, on va pouvoir avoir de l'humidité dans l'air, c'est ça qui fait en sorte qu'il n'y a pas des grands écarts de température entre le jour et la nuit. Même sur notre planète, les endroits où il y a moins d'humidité dans l'air, c'est là qu'on va voir qu'il y a des grands écarts de température entre le jour et la nuit, comme dans le désert. Ça va? Est-ce qu'on peut voir la photo de la roche? Ah oui. Oui, je vais vous montrer la photo de la roche. Avant, je veux juste que vous m'ouvrez vos agendas, tout le monde, parce que je vais vous donner le devoir qui est à faire. C'est notre collègue, madame, c'est déjà fait. Moi aussi, madame. OK, je comprends que vous l'ayez fait. Ça ne me dérange pas, mais je veux quand même que vous l'écrivez dans votre agenda, même si c'est fait. Ça va? Parce que pour moi, c'est important. Je veux que vos parents sachent quand même qu'on vous donne des devoirs. Ou si un adulte qui veut vérifier, par exemple, la direction, qu'elle vérifie vos méthodologies de travail, je veux voir que je vois que vous utilisez l'agenda. OK. Mais vous êtes censé l'avoir en classe, votre agenda, hein? Oui, il faut aller le chercher. C'est quoi les interactions? Des interactions, ça veut dire, dans le fond, interagir, ça veut dire... Ah, c'est pour ça qu'elle posait la question. Je pense que je vais dire à tout le monde. OK, interaction, dans le fond, c'est comme toi et moi, en ce moment, on a une interaction. Tu comprends? Parce qu'on est en train d'échanger de l'information. Dans le fond, une interaction entre l'hydrosphère et l'atmosphère, c'est que l'hydrosphère, dans le fond, elle peut, comme là, son nom, c'est forme liquide, et elle va aller rejoindre l'atmosphère. L'atmosphère, c'est l'enveloppe de gaz qui entoure la Terre. Mais l'eau, quand elle se forme de vapeur, l'eau, c'est l'hydrosphère. L'hydrosphère, là, c'est l'eau, c'est qu'elle soit sous forme solide, liquide ou gazeuse. Quand elle est sous forme gazeuse, son eau, ça s'en va dans l'atmosphère. Oui. Oui, l'eau, elle peut passer de l'hydrosphère, dans le fond, à l'atmosphère. Il y a comme un petit lien entre les deux. Là. Je vais la faire en groupe, celle-là, je pense. Okay. Excellent. Donc, en devoir, je veux l'attention de tout le monde. Ça va être agenda? Jérémy, ton agenda est où? Dans mon bureau. OK, là, je sais. La journée, c'est beau. Anthony, ton agenda? Oui, je le vois. Donc, vous allez noter, c'est peut-être avec vous.
Ça va, madame? C'est bon. Vous allez avoir, dans le fond, c'est la section 9.4 dans le cahier d'exercice. Okay? Donc, le cycle de l'eau, 13, 14, 15. OK? Donc, 13, 14, 15. OK? Ouais. Je veux bien faire la question 5 avec vous. Donc, à la question 5, on vous dit d'écrire les interactions qu'il y a entre l'hydrosphère et l'atmosphère. OK? Donc, ici, je veux juste faire remarquer, dans le fond, l'hydrosphère, c'est l'eau qu'elle passe sous forme solide, liquide ou gazeuse. Okay? L'eau, quand elle s'évapore, elle s'en va où? Dans le ciel, ben, des nuages. Ben, ça va dans l'air. L'air, c'est l'atmosphère. Ça va pour ça? C'est l'air. Et l'atmosphère, je vous le rappelle, c'est, on va le voir plus en détail, mais c'est l'enveloppe, une enveloppe de gaz qui entoure la Terre. OK? Donc, vous pouvez me dire, par exemple, que l'eau qui est sous forme liquide peut s'évaporer et se retrouver dans l'air. C'est ça l'humidité. Donc, il y a un lien entre les deux sphères. Il va y avoir un petit lien entre l'hydrosphère et l'atmosphère. L'atmosphère, on va la voir plus en détail la semaine prochaine. Ça va pour ça? Excellent. Attends, quoi? L'eau qui est sous forme liquide. Bien, ici, là, tu peux me dire l'eau qui est sous forme liquide dans l'hydrosphère va se retrouver sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Si vous voulez être précis, vous pouvez même écrire suite à l'évaporation. Okay. C'est comme la patinoire, là. Hein? Vous avez une patinoire cet hiver? Oui. C'est de l'eau sous forme solide, hein? Oui. Là, ça l'a fondu, c'est devenu du liquide. Oui. Et il est rendu où, cette eau-là? Des airs. Parce que là, si vous allez marcher sur la patinoire, c'est rendu de l'asphalte. Ben, il y a encore un petit peu de glace, là, mais il y en a une bonne partie qui est partie. Mais elle est partie où, cette eau-là? Ben, c'est évaporé. Elle est rendue dans l'air. Okay? Ça a causé de l'humidité dans l'air. Ça va? Donc, il y a un lien entre l'hydrosphère et l'atmosphère. Hein? Vous pouvez écrire ici, je vais vous la faire sous forme de dictée. Okay? L'eau sous forme liquide dans l'hydrosphère s'évapore et compose une partie de l'atmosphère. Il compose une partie de l'atmosphère. Et oui, je vous montre la roche. Okay. L'idée, c'est juste de dire qu'il y a de l'eau qui s'en va dans l'air. Ça va? C'est ce que je veux que vous compreniez. Préparation, Voilà. Bon, regardez. Je vais essayer de l'agrandir le plus possible. Là. OK? Donc ici, à cause que les chiens lèvent la patte pour faire pipi, ben avec le temps, ça creuse la roche. Oh, damn! Qu'est-ce que tu veux dire de l'autre côté aussi? C'est creuser. Ça, c'est un pas caché. Pourquoi elle pas caché? Ben, ça se peut qu'il y ait des chiens qui fassent pipi là. Ici, tu veux dire? Oui, il y a des bouts de métal dans le coche, madame. Je sais pas. Bonne question. Mais ils ont dû s'en servir pour faire quelque chose aussi. Mais l'hiver, c'est vraiment évident. Ouais, ça, c'est une semaine après que je suis allée, mais avant ça, c'est vraiment évident parce que quand il y a de la neige en hiver, on le voit que c'est là que les chiens font pipi parce que la neige devient blanche. Ben, les chiens, à force de faire pipi, peut-être ça fait longtemps que la roche est là, à force de faire pipi, ça l'use la roche. Soit par des réactions chimiques, par le fait que. Ouais. Ça doit sentir fort, mais ce qui arrive aussi. Ben, en fait, pas tant, ben, c'est parce qu'on est dehors aussi, là, fait que c'est peut-être moins bien. Mais. Non, ben, c'est peut-être qu'il y a peut-être du pipi dedans, mais il y a aussi. C'est le printemps, là, fait que l'eau à fond. Mais. L'urine, dans le fond, peut affecter la roche de plusieurs façons. Ça peut être peut-être une réaction chimique qui altère le matériel, mais ça pourrait aussi être le fait que, dans le fond, les liquides, s'ils s'insèrent dans la roche, les liquides, l'eau, quand elle gèle, elle prend de l'expansion. Donc, si elle rentre dans une fissure de roche et qu'elle regèle, bien, dans le fond, ça peut aider à casser la roche un petit peu, petit à petit.
Voilà. Donc, l'érosion, vous allez voir ça un petit peu plus en deuxième secondaire. C'est bon? C'est un phénomène qu'on va voir, ça, on appelle ça d'érosion. Okay? Donc, l'érosion, c'est des processus qui altèrent, puis un autre mot pour dire altérer, c'est abîmer les roches. En deuxième secondaire, avec prochain. Fait que c'est, voilà, c'était la fameuse roche du parc à chiens avec le petit... le petit endroit où les chiens font pipi. Madame, combien de temps? 20 minutes de temps. Là, il vous reste... ça va se donner. On peut aller dehors. Non, moins. Ah, restez à vos places.